Je vais céder tout de suite la parole à Éric Monpetit et à ses deux accompagnateurs et accompagnatrices pour leur présentation. Là, je me suis moi-même emmêlé dans mes papiers et j'ai plus le programme sous les yeux. Donc, En fait pas, je vais présenter ça, Jean-Benoît. ben, c'est ça que je me dis, là, ça va être quelque part le titre. Essayez-moi, mes excuses. Ah, je l'ai ici. Pas de Donc, souci. le pouvoir des experts sur les mesures sanitaires du Québec. Désolé. Je Moi, te cède je la vais, parole à l'écran. merci. Moi, je vais rapidement passer la parole à Antoine puis Alexandra. Je vais juste faire une petite mise en contexte. L'année dernière, avec un collègue suédois, on avait présenté une étude sur la fermeture des écoles, puis on s'intéressait en particulier à l'utilisation de l'information scientifique, puis comment est-ce que l'information scientifique pouvait expliquer les différences observées entre les décisions prises au Québec puis celles en Suède. Puis, cette année, on continue à s'intéresser à l'information scientifique. Puis là, on a comme, je dirais, au moins deux gros projets bien entamés et en cours. Il y en a un qui est comparé, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, la suite de ce que j'avais présenté l'année dernière avec Per-Ola Åberg de Suède. C'est-à-dire que là, on s'intéresse, mais c'est plus large parce que là, on inclut d'autres pays, on a d'autres collaborateurs. Puis l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment, puis c'est encore en lien avec l'utilisation de l'information scientifique, mais on s'intéresse à la structure des systèmes d'experts conseils en santé publique, puis comment est-ce que ces structures-là, qui diffèrent d'un pays à l'autre, peuvent expliquer des variations en matière de choix là, de mesures de confinement, mesures sanitaires de manière plus générale. Puis ça on a des collaborateurs. Bien, il y a toujours Per-Ola de Suède qui continue avec nous. On a quelqu'un en Belgique, on a quelqu'un en Suisse, on a quelqu'un en Australie, on a quelqu'un au Danemark. Donc, mais ça, c'est un projet qui est en démarrage, c'est-à-dire on commence la collecte de données. Là, on s'est entendu sur une espèce de guide de collecte. On est en train de s'entendre sur une espèce de guide de collecte de données. Puis, on va commencer ça dans les prochaines semaines. Donc, ce qu'on a décidé de présenter aujourd'hui, c'est un travail qui a été initié par Antoine Lemort puis Alexandra Costa. Eux, puis c'est encore dans la suite de ce projet sur l'importance de l'information scientifique dans les mesures, dans les choix de mesures sanitaires, mais ce qui porte plus précisément sur le Québec. Puis, donc, là, on s'est intéressé à l'importance des projections épidémiologiques sur les décisions qui sont prises au Québec par rapport à d'autres facteurs. Donc, je vais les laisser présenter, mais je veux juste ajouter, il y a Louis-Robert Beaulieu-Gay qui est de plus en plus impliqué dans le projet. Il était moins là initialement à l'automne, mais maintenant, il donne un petit coup de main. Son nom n'est pas dans le programme, mais lui aussi contribue à ça. Donc, je vous laisse la parole. Merci Eric, bonjour tout le monde. Merci à tous pour vos présentations. J'ai partagé la présentation. Vous me dites si vous la voyez. Je suis déjà arrivé à la conclusion. Oui, on voit bien à tout le monde. Désolé. Ça semble bon. Donc, quelques petits éléments de contexte. Donc, vous le connaissez quand même bien. Le début de l'épidémie, donc le 30 janvier 2020, l'OMS déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. C'est son mécanisme qui est supposé déclencher les interventions des États pour lutter contre une épidémie qu'elle juge dangereuse. Cela étant, les premières décisions gouvernementales, elles arrivent qu'après la déclaration de pandémie le 10 mars 2020 et alors que cette déclaration est juste un état de fait, ce n'est pas un mécanisme officiel. Sont alors mises en œuvre des INP dont Eric a parlé un peu, donc des interventions non pharmaceutiques qu'on connaît tous, donc la fermeture des écoles, la fermeture des restaurants, les confinements, etc., etc. Donc à partir de mars, sauf en Chine, ça avait commencé plus tôt en janvier 2020. Et puis pendant la pandémie, au regard de l'information et de la science, l'information, elle circule mal, elle est ambiguë, elle est incertaine et même parfois contradictoire. L'un des exemples, justement, Eric en parlait tout à l'heure dans notre travail sur la comparaison Suède-Québec, on s'est aperçu que l'une des informations ou l'un des rapports qui avait servi à justifier la décision suédoise, c'était un rapport de l'OMS dans lequel
l'information pouvait sembler contradictoire, les données indiquaient pas de transmission du virus entre enfants et adultes, mais les conclusions du rapport, les recommandations recommandaient justement la fermeture. Pour autant, la Suède a choisi de prendre de ce rapport que les données et de ne pas fermer ses écoles. Donc les informations peuvent être contradictoires. Ou par exemple aussi le cas de la contagiosité des asymptomatiques, les informations peuvent parfois passer inaperçues. Donc là, cet article a été publié à la fin du mois de janvier, puis il a été pris en compte que bien plus tard sur la période. Donc il existe un niveau élevé d'incertitude tant scientifique qu'épidémiologique. Pourtant, les gouvernements, ils affirment s'appuyer sur la science, comme Boris Johnson qui affirme suivre la science, ou François Legault qui disait l'écouter ou être docile à son égard. Là, c'était plus la santé publique, mais la science indirectement. Donc, les experts et la science sont des réducteurs d'incertitude vis-à-vis de ça, mais on en a un peu parlé au début, c'était François Claveau, je crois, qui disait ça, mais de quelle science aussi on parle? La science, c'est un bien grand mot, mais justement, de quelle science on parle et quelle science est utilisée dans la décision? L'une des formes d'expertise qui est utilisée durant la pandémie, c'est justement les modèles épidémiologiques. Donc, on se souvient à la fin de la première vague, les modèles qui ont permis de connaître les effets du déconfinement. Donc là, c'était plus l'INSPQ, mais aussi maintenant l'INES avec les modèles qu'elle publie depuis septembre 2020 des projections en termes de besoins hospitaliers. Donc, ces modèles épidémiologiques, ils incarnent dans une certaine mesure la science et le conseil scientifique. Pourquoi? Parce qu'ils sont une preuve scientifique qui condense en fait plusieurs disciplines, la santé publique, l'épidémiologie, la virologie, les sciences comportementales, les mathématiques. Lorsqu'on veut essayer de projeter le nombre de cas dans 2 semaines ou le nombre d'hospitalisations dans 2 semaines, il faut savoir la virulence, donc la virologie, passer par la virologie, la composition de la population, donc passer par l'épidémiologie, la santé publique, le comportement, donc passer par la science comportementale, et puis modéliser le tout, les mathématiques. Donc c'est vraiment une information qui incarne en elle-même la science. Cela étant, ces modèles, ils ont généré beaucoup de débats et de discussions, tant théoriques que médiatiques. Par exemple, cet article affirme que un des modèles qui a servi à informer la décision au début de la pandémie aux États-Unis avait tendance à sous-estimer le nombre de morts, donc 125 000 pour la Covid en tout, alors que ce chiffre avait été dépassé dès la première vague, ou le rapport 9 de l'Imperial College aussi, qui a été réputé avoir été défectueux. Donc là, c'est un article de l'Institut économique de Montréal. Et donc c'est ce rapport, oui, ce modèle qui est supposé avoir précipité le changement de direction de la stratégie au Royaume-Uni. En plus de ça, les modèles eux-mêmes, lorsqu'ils sont incertains, peuvent avoir un effet sur la confiance que les individus peuvent prêter en la science. Donc, ces modèles sont utilisés, mais en même temps, ils sont très discutés. Mais pourquoi ils sont utilisés? Comme disent Rhodes et Lancaster, parce que en fait, ils permettent tout simplement de produire un présent gouvernable en projetant dans le futur le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, et donc fonder la décision sur des preuves empiriques qui sinon seraient absentes, puisqu'on aurait beaucoup de mal à prévoir tout simplement dans 1 semaine, 2 semaines, l'état des hospitalisations ou l'effet d'une mesure quand on prend une décision. Cela étant, on peut se poser la question de l'influence de cette science dans le temps. Est-ce qu'elle perdure? La pandémie est devenue un problème de fond, on le sait tous, maintenant ça fait plus de 2 ans, et ça induit une certaine fatigue face aux mesures. Alors on parle de lockdown fatigue, mais ce concept il est quand même assez critiqué parce qu'il manque un peu de base empirique. Cela étant, dans les faits, il y a quand même une baisse de l'adhésion aux mesures. Ça, c'est le score d'adhésion aux mesures de l'INSPQ qui est calculé à partir de 3 mesures. Et par exemple, par rapport au plus fort de la pandémie, c'est-à-dire en tout cas au niveau de l'adhésion, il y a 1 an, exactement à la même époque, on est à plus de 10 points en dessous. Donc il y a quand même une certaine fatigue de la population, on le sait tous. En plus de ça, le niveau de confiance envers les scientifiques eux-mêmes, ainsi que l'adhésion aux mesures, a eu tendance à diminuer dans le temps, les deux pouvant être liés, comme le montre cet article. Et face à cette usure, justement, les informations et les influences plus courantes en politique publique, comme les groupes d'intérêt, l'opinion publique, etc., pourraient se montrer progressivement plus importantes par rapport à la science. Donc, je donne la parole à Alejandra pour la suite.
Donc, notre questionnement, c'est dans quelle mesure les modèles épidémiologiques et en fait les experts ont-ils influencé sur les politiques publiques contre le COVID-19? Et donc, en fait, notre question, c'est si cette influence décline dans les temps. Donc, je vais reprendre un peu la théorie et la littérature. Donc, deux éléments principaux. La COVID-19 est un problème de politique publique complexe. Je l'ai traduit comme terme au wicked problem. Et l'un des éléments caractéristiques de ces problèmes touche à la question du temps. Donc, ce type de problème, on le retrouve aussi pour le changement climatique. Pourquoi? Parce que les décideurs font face à un paradoxe. Ils doivent agir vite, mais en même temps le faire pendant longtemps. Et donc, cette caractéristique propre de ces problèmes implique une certaine usure qui est liée tout simplement à l'aggravation, voire à la persistance du problème sur le long terme, ce qu'on trouve aussi dans la littérature sur le changement de politique publique. Et donc, en fait, une usure vis-à-vis de la science sur lesquelles ces solutions sont fondées, tout simplement parce que, là, on le voit avec la Covid, les solutions utilisées sont fondées sur la science, mais elles ont du mal à porter leurs fruits. Donc, il y aurait une usure qui se ferait vis-à-vis de la science elle-même, étant donné que le problème persiste. Donc, ce que disent Hold et collègues, c'est que les interventions qui fonctionnent dans un premier temps sont souvent plus difficiles à mettre en œuvre et moins effectives avec le passage du temps pour les raisons qu'on a invoquées. Puis la deuxième chose, c'est que l'influence des experts, elle peut aussi décliner avec le temps. On l'a vu tout à l'heure, tout simplement déjà, la confiance envers les scientifiques peut diminuer dans le temps à mesure que le problème s'allonge, ce qui peut aussi avoir un effet sur la confiance qu'ont les décideurs eux-mêmes vis-à-vis des scientifiques. D'autre part, l'influence des experts peut aussi être parfois fugace, rapide, sans durer dans le temps. C'est du moins l'hypothèse de Jacobs et Page dans leur article où ils essaient de déterminer l'influence des experts sur les politiques internationales en utilisant des séries temporelles. Ils trouvent justement peu d'effets. En fait, leur hypothèse, c'est de dire qu'en fait, l'influence des experts peut être tout simplement fugace, très restreinte dans le temps, ce qui est, ce qui se rapporte à la littérature sur les communautés épistémiques, qui dit aussi que l'influence des experts a tendance à diminuer une fois que la demande en information a été satisfaite. Donc, ça nous amène à notre hypothèse et je redonne la parole à Alejandra. Donc, en fait, comme on est en train de dire, Antoine, notre intérêt, c'est de justement analyser l'influence des experts à travers le temps. Donc, notre hypothèse principale, c'est que plus le temps passe et les problèmes persistent, plus on assiste à une érosion et donc à une diminution de l'influence des experts sur les mesures sanitaires du gouvernement. Et donc, pour ce qui concerne la méthodologie, comme Antoine aussi a mentionné, le modèle de série temporelle va être notre méthodologie principale. Pourquoi? Parce qu'en utilisant la technique de série temporelle, on considère qu'on peut comprendre la dynamique entre la dépendance temporelle et les processus sociaux. En disant ça, la dépendance temporelle aussi va nous permettre d'expliquer quelle est l'influence des autres variables, notamment l'influence des experts sur les mesures sanitaires. Et donc, pour les variables qu'on va utiliser dans notre analyse, on a pris en considération un set de variables assez large. Notre variable d'intérêt et notamment notre variable dépendante principale, c'est l'index de sévérité qu'on a pris de l'Oxford Tracker, qui mesure justement la sévérité des mesures sanitaires par rapport aux 13 mesures principales. Notre variable explicative principale, c'est l'expertise, qu'on a pris les projections de risque capitalisation élaborées par l'INES. En fait, l'opinion publique va être mesurée comme la satisfaction ou l'insatisfaction qui ont été tirées de sondages de la firme Lecher, qui mesure les pourcentages de la population qui est satisfait ou insatisfait avec le gouvernement du Québec. Par rapport aux données épidémiologiques, on a pris les données d'hospitalisation qui sont aussi élaborées par la INSPQ. Aussi, on va prendre l'adhésion qui est aussi élaborée par l'INSPQ, donc ça mesure les scores d'adhésion aux mesures sanitaires du gouvernement. Et finalement, on va prendre en compte le rôle du groupe d'intérêt dans la décision politique en faisant usage des questions posées pendant les conférences de presse journalières. Alors, pour l'instant,
on est qu'au début du projet, donc on n'a que des données descriptives. Cela étant, on peut les présenter. Donc en rouge vif est présenté le risque d'hospitalisation comme ce que vient de dire Alejandra, en fait un peu la variable d'expertise. En rose pâle, les hospitalisations réelles. En bleu clair, l'indice de sévérité. En vert, le taux de satisfaction envers les mesures prises par le gouvernement. Et en orange, le taux d'insatisfaction. Et bleu très foncé, le score d'adhésion de l'INSPQ dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on voit déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est que en fait, les modèles, en tout cas le risque d'hospitalisation, a eu tendance quand même à sous-estimer dans certaines phases le besoin réel en hospitalisation, puisque les hospitalisations, on le voit là, les dépassent souvent. Là, l'hypothèse, c'est que tout simplement, en fait, arrivé à un certain seuil de nombre de cas, les capacités en termes de tests diminuent, et donc il est beaucoup plus difficile de pouvoir prévoir et projeter tout simplement le besoin d'hospitalisation parce que on a moins de données en fait sur le nombre de cas. Ce qui explique aussi pourquoi maintenant l'INES depuis quelques jours a cessé de projeter, de publier ses projections, parce que justement elle le dit elle-même, il y a trop d'incertitudes pour qu'elle puisse le faire. Donc ça expliquerait aussi ce qui s'est passé ici, ou en tout cas ce qui se passe maintenant. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, à l'œil nu, une augmentation du risque d'hospitalisation implique et souvent suivie directement d'une augmentation de l'indice de sévérité. Sauf justement sur la dernière période, celle qu'on connaît en fait depuis la fin octobre. Par rapport aux autres périodes, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que par rapport aux autres périodes, l'augmentation du risque d'hospitalisation n'est pas suivie par une augmentation comme les autres périodes de l'indice de sévérité, mais à l'inverse, c'est de manière assez inédite par une diminution de l'indice de sévérité. Donc, ouais, une diminution par rapport aux autres périodes, alors même, qu'on vient de le dire, que ce risque d'hospitalisation a tendance aussi parfois à sous-estimer les hospitalisations réelles. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand même, dans le temps, par rapport à la même période il y a un an, le risque d'hospitalisation n'est pas suivi du tout de la même augmentation qu'on pouvait observer dans la période précédente. Donc, je repasse la parole à Alejandra. Ok, et donc pour les conclusions et les futures directions du projet, en fait, notre prochaine étape de notre analyse va consister à analyser et à tester effectivement si l'influence des experts a changé dans les différentes vagues du Covid. Comme Antoine a montré tout à l'heure, on voit dans les données descriptives une diminution de l'influence sur le Stress Index. Donc, si notre hypothèse est correcte, nous devrions assister à une érosion d'influence des experts dans la troisième vague du Covid. Et donc, compte tenu de l'érosion supposée des modèles épidémiologiques, nous testerons si les autres variables qu'on a mentionnées aussi tantôt, telles que l'opinion publique ou les groupes d'intérêt, ont pu influencer la décision politique pendant la troisième vague. Finalement, en étant donné que nos données sont assez larges, on considère de faire une combinaison entre différentes méthodes pour tester notre hypothèse. Donc, merci. Merci. Alors, merci à vous trois. Est-ce que quelqu'un aimerait enchaîner déjà avec une question qui peut concerner celle-ci ou la présentation de Pierre juste avant? Peut-être que, puisqu'on a enchaîné tout de suite l'une à l'autre, je peux ouvrir la discussion pour ces deux-là en premier, puis après, on pourra tout de suite y aller avec des généralisations un peu plus larges au besoin. J'ai une question de François. François, tu peux ouvrir ton petit micro. Oui, merci à Alejandra et Antoine pour la présentation. J'ai vraiment hâte de voir les résultats. Je me demandais si vous avez pensé à des variables manquantes dans votre étude. En particulier, juste le moment de l'année, l'effet, on arrive proche de Noël, des trucs comme ça. Là. Il me semble que ça peut être un facteur important dans la décision de durcir ou non les mesures. Et je me demanderais comment ça pourrait jouer là, dans votre analyse. Oui, en fait, nos analyses sont dans une étape très, très préliminaire.
en fait, on va tester les différentes données comme on a dit, mais bien évidemment qu'il peut y avoir des données manquantes qu'on va regarder au fur et à mesure qu'on avance. Les principaux problèmes qu'il y a un peu dans notre base de données, c'est qu'on a les projections de l'INES et à mesure qui prend 15 jours pour sortir. Donc, ça a commencé en plus ou moins, je ne sais pas si je me trompe, Antoine, c'est en septembre 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on a un peu très peu d'observations jusqu'à maintenant. Donc, on ne veut pas trop perdre des degrés de liberté. On essaye de trouver les variables les plus importantes. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Oui, c'est ça, mais parce que c'est juste, je me demande le choix des variables, il y a clairement de multiples idées qu'on pourrait avoir étant donné qu'on a vécu cette pandémie qui pourrait expliquer ou non, surtout le moment, la fin, tu sais, la dernière période là, versus parce que si je comprends bien, il y a 2 moments de gros durcissement de vos mesures, ce qu'on vient juste de vivre, et le avant Noël 2020 aussi, là, c'est ça? L'influence des experts sur la sévérité des mesures, suivre un peu, c'est-à-dire il y a une influence dans les dents. On voit que dans les données descriptives, il y a une diminution de cette influence pendant la dernière période. Et donc, c'est ça aussi qu'on est intéressé d'analyser s'il y a une différence entre les différentes vagues. Et donc, comme je viens de dire, comme on a un peu d'observation, on essaie de se centrer sur les variables les plus importantes pour ne perdre pas trop de degrés de liberté, mais Après, c'est bon là. Après, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, François, dans ta présentation tout à l'heure sur la question de l'incertitude, ça peut aussi rentrer en jeu, d'autant plus que l'hypothèse là-dedans, ce serait de dire que plus la perception de l'incertitude diminue, plus le besoin en recours des experts pourrait diminuer, tout simplement parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, les décideurs finissent par apprendre des experts eux-mêmes et s'en séparer à mesure que le temps passe, tout simplement parce qu'ils savent comment faire. Donc l'incertitude vis-à-vis du problème diminue. Et donc, à ce moment-là, il y aurait comme un espèce de désaxement par rapport à l'expertise. Exact. Et en fait aussi, justement, pour ajouter un dernier élément, comme on a les projections de l'INES, on tient en compte aussi de mesurer peut-être l'intervalle de confiance qu'il y a entre la projection et ce qui est vraiment passé, c'est-à-dire une semaine après. Donc, cette différence peut aussi nous aider à mesurer justement l'incertitude qui vient de dire Antoine. Merci. Moi, j'attends de voir s'il y a d'autres petites mains qui se lèvent, mais peut-être moi, j'aimerais ça rebondir de façon probablement très naïve, mais c'est pas grave, j'assume ma non-expertise du tout. Mais je vois les choses qui évoluent dans le temps comme ça, puis on parle beaucoup d'incertitude par rapport au savoir expert, puis aux informations qui sont transmises, puis à la capacité qu'on a de les prendre en compte. Je me demande s'il n'y aurait pas une manière de segmenter ou de prendre en compte l'arrivée de nouveaux variants qui vient faire justement une espèce de... à nouveau, on devient très incertain par rapport à ce qui est produit comme information. Je ne sais pas si ça peut avoir une visibilité dans un tel type de graphique ou si ça peut donner une piste de filtre supplémentaire dans la gestion de ces données-là, mais c'est quelque chose qui peut être pris en compte aussi. Je ne sais pas si Alejandra, tu voulais dire quelque chose? Oui, allez-y. Par rapport à ce que tu disais sur les variants, oui, effectivement, il y a des variants. Et puis là, par exemple, sur la dernière période, on en avait parlé aussi ensemble la dernière fois, il y a la question aussi de la vaccination. Et la vaccination pourrait aussi avoir un espèce d'effet comment dire, overconfidence, de se sentir trop confiant sur l'évolution de l'épidémiologie, sur l'évolution de la pandémie, et donc s'éloigner des mesures classiques qui ont été mises en place, les INP dont je parlais tout à l'heure.
Et donc là, mon guess un peu sur ce que tu disais, c'est que ouais, le variant, il introduit plus d'incertitudes, mais en même temps, il y a la question de la vaccination aussi qui vient un peu compenser ça, même si là, on se rend compte maintenant que finalement, la solution vaccinale face au variant, elle n'est pas plus si efficace que ça. Mais il y a encore quelques mois, l'incertitude était à l'avantage du vaccin. C'est-à-dire qu'on ne savait pas encore, mais on pensait que le vaccin, par rapport au Delta, il était encore assez efficace pour qu'on puisse continuer comme ça. Donc, il y a aussi cette question-là, et puis qui est super intéressante parce que justement, c'est là-dedans, dans cette espèce de vide que laisse l'incertitude, que vient se nicher des réactions qui font qu'on peut plus facilement se dévier de la science et prendre en compte d'autres informations. Merci. Si je peux me permettre d'ajouter un truc, un des intérêts de regarder les modèles épidémiologiques, c'est que ça capture tout ce type d'informations-là. Les nouveaux variants, ils sont dans les projections. La vaccination, elle est là aussi. Donc l'information, elle est là. Le nouveau variant, on sait à quel moment il apparaît là, sur le graphique. Mais chose certaine, c'est aussi son effet sur les mesures sanitaires. Pas sur les mesures sanitaires, plutôt sur les hospitalisations et déjà dans la modélisation qu'on voit.